Sandrine Antin et je vais animer cette dernière après-midi du colloque sur l'adaptation et l'atténuation des territoires face au changement climatique. Donc, après-midi dédié aux enjeux, aux relations art et sciences pour communiquer autrement sur ces enjeux climatiques. Parmi nous, donc, il va y avoir un certain nombre d'intervenants, des intervenants artistes. Pascal Servet, donc peut-être Pascal, tu peux faire un signe, voilà, qui a créé un jeu poétique que l'on va découvrir tous ensemble dans quelques minutes. Ensuite, plusieurs artistes, donc du collectif 1 euro ne fait pas le printemps, collectif d'artistes qui est venu en résidence au laboratoire, à l'Institut des géosciences de l'environnement sur Grenoble et qui est venu travailler avec les chercheurs pour justement construire ensemble ce chemin poétique, musical sur la communication autour du changement climatique. Donc, je vais vous les présenter. Donc, à nouveau, les premiers que je vois. Hein. Donc, c'est Eiko. Je fais un petit signe. OK. Ensuite, il y a Laurence, voilà, qui est dans la montagne. Yves. Voilà, et Frédéric Maillot, donc, qui arrive. Ce travail Art et Sciences, en fait, c'est un projet qui a un peu plus de 2 ans maintenant, qui a été initié par Céline Lutoff, présente ici, tu peux peut-être, voilà, et sur lequel on a travaillé ensuite dans le cadre de notre structure d'intermédiation Ouranos-Aura, et qui a bénéficié donc de supports financiers des institutions qui nous ont fait confiance dans ce travail, dans ce rapprochement entre des sphères qui, a priori, n'étaient peut-être pas faites pour se trouver comme ça. Donc, on a eu le support financier de l'Université Grenoble-Alpes, donc lieu où nous sommes actuellement, de la SFR Création, de l'Observatoire des sciences de l'univers et de l'IDEX, donc des initiatives d'excellence de l'Université Grenoble-Alpes. Donc, au-delà de ces aspects financiers, je crois aussi que la réussite de ce projet Art Sciences est aussi à attribuer de manière très significative à des collaborateurs techniques qui nous ont accompagnés. Donc, il y a Paul Savary qui a enlevé sa caméra, qui est là, voilà, qui est la personne qui a réalisé les vidéos. Marie, notre, notre support, notre bienfaitrice, notre accompagnatrice dans ce projet. Et puis quelqu'un qui, je pense, n'est pas là aujourd'hui, qui est Stéphane Bombia, qui est du collectif 1 euro ne fait pas le printemps, qui nous a aidés à mettre en place les aspects techniques du spectacle. Alors, cet après-midi, en fait, va être rythmé en 2 temps. 2 temps pour explorer 2 spectacles, deux constructions artistiques différentes. La première qui s'appuie sur un jeu poétique donc créé par Pascal. Et le deuxième temps sera consacré à un spectacle donc, qui a été mis en scène par Yves et Frédéric, mettant en scène un collectif de chercheurs. Voilà. Donc ces 2 temps vont être rythmés par 2 vidéos, suite auxquelles on va échanger avec les personnes qui sont à l'initiative de ces travaux, et puis ensuite échanger avec vous, à la fois sur vos ressentis, sur les éventuelles questions que vous pouvez avoir par rapport à ces initiatives, et voilà, partager un instant ces moments d'art et sciences. Donc, on va commencer avec le jeu créé par Pascal Servet sur, il fait chaud, ça chauffe dans les Alpes, pardon. Donc, je vais demander à Marie de lancer la vidéo. Donc, il y a environ 6-7 minutes de vidéo, de présentation du jeu. Puis ensuite, on échangera donc avec Pascal et Céline.
vous allez être momentanément des personnages. Vous êtes tous du même village. Et vous allez avoir un défi, plusieurs défis d'ailleurs, à relever. Nous sommes dans un jeu de prospective poétique. C'est-à-dire qu'il va vous falloir trouver des solutions, mais qu'importe si cette solution ne vous semble pas réaliste. Ce qui compte, c'est de trouver une solution, d'activer votre imagination. L'hypothèse est une hypothèse purement artistique qui est de se dire que parfois, certainement pas toujours, mais parfois, au cœur d'une solution farfelue, eh bien, existe le germe d'une solution réalisable, réaliste. Simplement, ce n'est pas la seule façon de trouver des solutions, mais c'en est une. Et là, ici, c'est de se dire, on va chercher des solutions, même si elles nous semblent complètement farfelues, c'est pas très grave. Peut-être que ça nous donnera une bonne idée. Clémence. Moins de 40 ans. Moins de 40 ans. Clémence, tu seras une étudiante. Marie-Charlotte. On va dire plus, allez. Allez, tu seras... On l'a déjà eu, le directeur des remontées mécaniques, ouais, on le change. Le visiteur du week-end, okay. Qu'on appelle le Lyonnais par chez nous. Vous voyez, celui qui vient pour le week-end, tout simplement. Et voici notre défi. Il est difficile celui-là. Les plantes ne peuvent pas s'échapper en montgolfière. Notre flore sauvage, montagnarde, comprend de nombreuses espèces d'altitude qui aiment le froid. Ces espèces ont profité des périodes glaciaires pour s'étendre vers le sud. Mais après le retrait des glaciers, ces espèces ont pu subsister chez nous en altitude grâce au froid, au microclimat humide et froid. Ces populations de plantes sont maintenant piégées dans nos montagnes. Elles ne peuvent pas aller au nord. Forcément, elles sont piégées dans nos montagnes. Elles ne peuvent donc que remonter en altitude pour compenser les effets du réchauffement climatique. Et simplement, voilà. Comment ça va se passer? Moi qui suis la parole de ces plants de montagne et qui suis coincé ici, moi je vous le demande, là, comment ça va se passer quand on va arriver au sommet des montagnes? Qu'est-ce qu'on va devenir, nous, les petites plantes de montagne? Est-ce que ça te rend triste déjà, ces petites plantes-là? Ah bah oui, là, attends, complètement, parce que du coup, il ne va plus rien avoir. Ça va être un désert, la montagne, si je comprends bien. Alors, est-ce que le chauffeur de bus aurait quelque chose? Présentation d'abord. Oui, alors donc du coup vous allez vous demander ce qu'un chauffeur de bus peut bien apporter à la question des plaintes, mais on n'a pas d'a priori, tu fais partie du village. J'ai quand même quelques petites idées. Ouais. Donc oui, moi je conduis un bus de tourisme et puis mon boulot du coup c'est d'emmener les vacanciers en montagne et j'aime bien moi ça aller sillonner les petites routes de montagne avec mon gros bus qui peut transporter une centaine de personnes au même endroit en une seule fois. C'est vraiment gros. C'est vrai que ça m'embête un petit peu quand même qu'il y ait trop de monde. Mais bon, on va dire que j'y contribue. Donc voilà, c'est ma petite dissonance à moi. Alors moi, du coup, j'aurais peut-être deux pistes de solution, à voir laquelle est la plus faisable. Peut-être que les deux peuvent être utilisées d'ailleurs, parce que ça permettrait de remplir le voyage aller et le voyage retour. Parce qu'en fait, dans cette histoire, on voit bien que le problème, c'est un problème de déplacement, enfin de mobilité quand même, quelque part pour les plantes. Ah. La première solution, ça pourrait être d'utiliser, c'était par rapport à ce que disait la bergère, ça pourrait être d'utiliser les randonneurs, enfin moi les gens que j'amène comme ça en bus, là, mes vacanciers, de les utiliser un peu comme colibri, quoi. Si on a des problèmes de sécheresse, on pourrait demander aux randonneurs de contribuer au fait de monter de l'eau en montagne, enfin voilà, d'amener de l'eau avec leur, enfin ils se chargent un peu plus, ils ont leur gourde pour la journée et puis systématiquement on leur demande de prendre une gourde en plus. Voilà, pour qu'ils continuent à entretenir un peu l'humidité du milieu. Je me dis que dans certains endroits, ça peut arriver à faire un petit peu tampon. Et puis après, pendant que je redescends, en attendant le soir là, pour venir chercher mes vacanciers, je me dis aussi que peut-être on pourrait utiliser mon bus pour déplacer les plantes de montagne qui sont sur des sommets qui ne sont pas très très hauts, mais on peut imaginer que peut-être il y a des massifs qui sont un petit peu plus hauts. Moi, je pourrais peut-être les transporter pour aller les implanter dans des zones où elles sont un peu plus hauts, où du coup elles retrouveraient leurs conditions de froid. Voilà. Donc, quelque chose à faire avec les infrastructures de transport, avec les compagnies de transport pour essayer d'aider, de faire de la migration assistée dans les deux sens, un peu de solidarité, quoi. Tu transporteras mes élèves, hein. Oui, aussi. À condition qu'ils aient leur gourde en plus pour arroser les alpages, il n'y a pas de problème.
la solution par le transport est assez intéressante. De réfléchir de cette façon-là. À mon avis, en tout cas, moi, en tant que voix du problème, j'avoue que ça pourrait être pas mal. Alors, Patricia, est-ce qu'il y a des solutions là-dedans qui nous permettraient d'arbitrer et de te rassurer? Alors, l'idée du car, moi, j'aime bien quand même, de transporter, et puis que chacun amène sa petite gourde, parce qu'en fait, j'aime pas trop marcher, tout ça, les ados, tout ça, voilà. Mais par exemple, non, moi, je veux pas avoir que des plantes au musée, quoi, Ah franchement. bah non, ouais, mais on peut peut-être mixer des trucs. Qu'est-ce que t'en Ouais, penses? mais l'idée du frigo pour les plantations, j'aime bien. Donc, voilà. Et puis, on peut peut-être aider la bergère, effectivement, c'est pas Au mal. passage. La bergère bien égoïste. J'ai trouvé des trucs et on pourrait mettre une noria qui à la fois hydrate les bêtes, mais aussi va hydrater les plantes là-haut. Vous savez, l'espèce de cuillère. Ouais. Et comme, qui va. ouais. Et, et les enfants, ils tireront la corde. Mhm. Oui, on peut mettre aussi peut-être des bœufs, ou je sais pas, qui vont faire tourner tout ça, parce que les gosses, je suis pas sûre. Oui, ou alors les bêtes, on les fait tourner en rond. Ouais, Ouais, mais ça, c'est un peu dur aussi. Hein. oui. Ouais, c'est contrarié aussi. Hein. Après, Ouais, merci beaucoup. Donc voilà, un petit film illustrant donc une session de jeu. Le son était peut-être un petit peu difficile pour certains d'entre vous. Donc c'est vrai qu'on est un peu rentré dans le vif du sujet directement. Je vais donc peut-être faire préciser quelques éléments aux créateurs de ce jeu et je vais m'adresser en premier lieu à Céline. En fait, Céline, c'est quoi l'origine de ce jeu? D'où vient cette idée? Ouais. Alors ce jeu, il prend place dans un projet, il a été développé dans le cadre d'un projet européen, un projet Interreg, des programmes Alcotra, donc franco-italien, qui portait sur la problématique du développement, de la mise en place de l'adaptation dans les secteurs, les territoires de moyenne montagne. L'Université Grenoble-Alpes était impliquée dans ce projet, notamment sur un volet formation des acteurs des territoires. Et dans une phase de diagnostic préalable, on s'est rendu compte, au contact des différents acteurs impliqués également dans le projet, qu'il y avait une demande très forte, une problématique forte de à la fois sensibiliser les populations, et puis de permettre par cette sensibilisation des populations une mise en action et quelque part une mise en action non seulement d'eux-mêmes, mais aussi des élus qui ont un peu du mal à s'impliquer dans cette démarche, dans cet questionnement sur l'adaptation au changement climatique. Et donc, la réflexion des acteurs des territoires, c'était de dire, si on arrive à sensibiliser et à mettre en action les populations, elles feront pression sur les élus qui prendront les décisions qu'il faut pour nous permettre de réagir derrière et de mettre en place un certain nombre d'actions. Mais l'idée, c'était de sensibiliser sans effrayer, parce que le problème du changement climatique, souvent dans la sensibilisation, c'est que la situation n'est pas si encourageante que ça. Donc, ça peut, quand on ne fait que poser les choses et mettre à plat où est-ce qu'on en est, et souvent, les réactions, c'est « ouais, bon, d'accord, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est bon, c'est la fin du monde, et après, on fait quoi ?» Donc l'idée, c'était d'arriver à la fois à sensibiliser, à dire voilà, on en est là, mais il y a encore une possibilité de faire quelque chose si on s'y met tous et si on arrive à se coordonner pour se mettre en action. Et c'est là qu'intervient Pascal, que je suis allée chercher du côté de Pascal, qui était déjà intervenu dans un autre projet avec l'université sur une autre thématique. Et par ailleurs, on se connaissait depuis longtemps. Pour lui dire, voilà, on a besoin d'aide et de tes compétences et de ta créativité pour arriver à la fois à sensibiliser et à mettre en action les personnes sur les territoires. Ok, merci Céline. Alors Pascal, c'est assez amusant parce que mettre en action les acteurs des territoires, donc en utilisant un jeu, tu fais appel à finalement une certaine forme
on se retrouve un petit peu dans une ambiance où on est jeune, on est plus enfant. Hein. Bon, c'est un peu caricatural, hein, il n'y a que les jeunes, les enfants qui jouent. Mais néanmoins, l'usage de ce jeu pour parler du changement climatique, comment tu as développé ça? Quelle a été ton approche pour mettre en place ce jeu que je dois mentionner auprès des personnes qui nous écoutent? C'est un jeu avant tout de table, hein, qui a été qui a été transformé compte tenu de la situation sanitaire en jeu en ligne. Mais au départ, c'est un jeu de table. Oui, puis j'espère bien qu'un jour on pourra jouer autour d'une table, hein, parce que c'est quand même beaucoup plus intéressant et beaucoup plus productif quand on est en vrai que quand on est en visio. Oui, alors pourquoi un jeu en fait, Céline a déjà répondu à une partie de la question. Comment ça s'est passé? Parce qu'il a fallu que je fasse ça très vite. Céline et l'équipe m'ont passé le rapport Artaclim avec tous les résultats et je l'ai lu, le rapport, et j'ai été catastrophé. Je n'étais pas bien au courant de tout ce qui pouvait se passer. Le soir, je rentrais à la maison et je racontais les trucs en disant mais c'est pas possible. Et j'avoue que pendant un temps, je me suis dit mais comment on peut arriver à rendre ça, comment on va faire quoi. Et effectivement, le jeu c'est intéressant ici parce que c'est un espace de liberté. Donc, on arrive à passer des messages qui ne sont pas des messages très rigolos. Par exemple, là, celui qu'on a vu sur l'extrait, les petites fleurs qui montent et puis qui vont disparaître. Voilà, donc il n'y a de rien, on a passé l'information, il y a un problème avec les fleurs. Et puis, en même temps, eh ben, il s'agit de pouvoir en discuter, tout ça, et comment faire pour en discuter tout à fait librement. Et c'est là où le jeu rentre, parce que le jeu, c'est un espace entre la réalité et moi, ce qu'on appelle l'espace transitionnel. Et au cœur de cet espace, on peut agir. Donc ensuite, il suffit juste de construire cet espace, d'en inventer quelques règles, il n'en faut pas forcément beaucoup, pour pouvoir rentrer là-dedans avec un regard, une angle, une approche différente. Par exemple, en revêtant la peau d'un personnage, quelque temps, et en essayant d'y être. Bah, voilà, c'est pas moi qui parle, si on reprend l'exemple. Moi, je suis juste le chauffeur de bus. Et du coup, ma parole se libère et les gens qui sont autour de la table ne vont pas associer ce que je dis à ma propre opinion là-dessus, mais à l'opinion d'un personnage dans la peau duquel je rentre momentanément. Ma parole se libère et je peux commencer à dire des choses, même des choses que je ne pense pas ou des choses que je trouve un peu farfelues, etc. Et c'est bien parce que c'est ce qui expliquait un tout petit peu dans la vidéo. L'idée, la base de tout ça, c'est de dire, eh bien, à partir du moment où la parole est libérée, où il n'y a pas d'enjeu autre que celui de bien jouer, d'être un bon joueur, de participer, d'amener les choses, etc. Et ben, à partir de ce moment-là, je peux commencer à réfléchir autrement et à inventer des choses qui me paraissent peut-être complètement irréalistes. Et en les confrontant aux autres personnes qui, elles aussi, vont réagir à ça, elles aussi vont amener des idées un petit peu farfelues, et ben, on se dit que peut-être, là-dedans, déjà, sur un problème, un petit problème, il peut y avoir une idée un petit peu différente. Voilà. Et que ça, c'est la première chose. C'est un petit peu l'utopie du jeu. C'est de se dire, au cœur d'une solution farfelue, peut-être y a-t-il une solution qui pourrait nous donner envie de faire quelque chose. Et c'est la deuxième chose qui est peut-être moins utopie, c'est de se dire, bah, en fait, on peut y réfléchir, on peut en discuter. Et donc, le pari qui est fait lorsqu'on joue de cette façon-là, est de dire, est-ce que ça génère autour des gens, avec les gens qui sont autour de cette table, est-ce que ça génère suffisamment d'énergie pour se dire, en fait, on peut continuer d'en parler, on peut continuer d'y réfléchir et pas simplement s'asseoir en baissant les épaules sur sa chaise en se disant mais quelle catastrophe. Voilà pour répondre à la question en quelques mots. Merci beaucoup Pascal. Alors Céline, tu as mentionné en fait que ce jeu a été construit, imaginé dans le cadre d'un projet de recherche, donc le projet Artaclim. En quoi, donc tu as répondu à travers ce jeu à des besoins de formation des élus, des acteurs des territoires. Mais finalement, quel est le retour? Est-ce qu'il y a un retour pour le secteur, le milieu académique, pour la recherche? Quels sont...
Alors, le retour, c'est un peu tôt parce que le jeu, il a été formalisé et il est réellement utilisé en fait et mobilisé depuis trop peu de temps pour avoir vraiment un retour d'expérience sur ce qu'il permet d'apporter. Il a permis réellement de rentrer dans ces échanges et dans cette construction collective en fait de solutions. Et ça, c'est déjà quelque chose d'important en termes de recherche, ce qui est un des points vraiment problématiques importantes par rapport à ces questions d'adaptation au changement climatique, ce qui est comment on met en action. On l'a bien vu dans le colloque, hein, sur la première session, la session de la première journée, où cette question, et elle est revenue un peu tout le long du colloque, finalement, comment on met en action réellement, concrètement, une fois qu'on a cerné tous les problèmes. Donc c'est une possibilité en fait de mise en action virtuelle, en fait imaginée, rêvée quelque part, et qui peut potentiellement aller sur une mise en action concrète. Mais ça suppose d'ajouter une autre étape. Là, on est vraiment que dans le jeu et la mise en action imaginaire, en fait, la mise en mouvement imaginaire. Pour le transformer quelque part en une mise en action concrète sur les territoires, il faudrait y rajouter un élément de comment on va remobiliser les idées qui ont germé et comment on va les remettre en musique par rapport à un territoire donné, à ses problématiques précises, à tout ça. Mais une fois que l'élan est parti, il y a cette possibilité finalement de réinvestir cet élan pour le concrétiser sur les territoires. Puis d'un point de vue de la recherche, pour moi, il y a un potentiel très important aussi en termes d'observation. Moi, je suis chercheur en sciences sociales sur ces réponses face au changement climatique. Et j'ai le sentiment que ce jeu, il a un potentiel en termes d'observation de la mise en action, justement, important. Donc le faire dans des territoires de montagne différents, dans plusieurs espaces, le faire à plusieurs pas de temps, le reproduire dans différentes circonstances, ça peut permettre de voir finalement quels sont les leviers qui permettent de se mettre en action et qui sont les publics qui se mettent en action en fait. Comment vraiment ça peut, quelle est la mécanique qui va derrière. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il est intéressant aussi, mais de la même façon, là, c'est trop tôt pour pouvoir faire un retour à l'heure actuelle. Si je peux ajouter un petit truc, Céline, il y a aussi quelque chose en termes de mise en action qui a déjà été fait et qui est intéressant, c'est qu'en fait, les cartes défis qui sont dans le jeu, on les a construites avec toi en partie, mais aussi avec plein de scientifiques de partout, à qui on disait donnez-nous des défis, quoi. Et rien que là, c'était un travail intéressant déjà. Oui, tout à fait. Tu as tout à fait raison d'ajouter ce volet-là. C'est-à-dire que dans la transmission, quelque part, des connaissances de la part des chercheurs, c'était une façon de transmettre les connaissances complètement différente. C'est-à-dire que quand on a posé la question au début de savoir, alors, c'est quoi des défis qu'on pourrait intégrer dans le jeu, les retours étaient souvent très à la façon des chercheurs, quoi, et difficilement abordables, appréhensibles par un large public. Et le fait de continuer à travailler avec eux dans des allers-retours pour transformer en des questions comme celles que propose Pascal au travers de ces défis, ça a été aussi une phase importante du jeu et intéressante sur cette transmission de connaissances, ça c'est clair. Ok, merci. Je vois qu'il y a beaucoup de questions. Peut-être qu'on pourrait prendre quelques questions du public. Alors, soit vous levez la main et vous posez la question, soit, je ne sais pas, Marie, si tu veux, non, tu n'as peut-être le temps de… Si, ça va. Une question qui remonte. Ça va, j'en ai repéré quelques-unes. Notamment, c'est sur… alors, il y a plusieurs questions sur la mise en pratique, finalement, du jeu. Donc, en l'occurrence, est-ce que les phases de jeu menées lors de ce colloque semblent avoir généré des idées originales et constructives? On peut pas répondre, je peux pas répondre oui comme ça. Il y a plusieurs raisons à ça. Tout d'abord, la forme visio est vraiment une façon très… le jeu en visio est vraiment une façon de jouer qui est très dégradée. Les interactions vont beaucoup moins vite, etc. Tout ça, vous le savez. Ensuite,
c'est quoi une bonne idée, c'est-à-dire une idée qui serait applicable? Je crois qu'effectivement, ça pose l'autre question, qui est de se dire comment en fait on va se les approprier et comment on va pouvoir effectivement continuer de travailler dessus pour matcher, pour transformer, pour aller au bout, quoi. En fait, le jeu, c'est vraiment dans son état actuel, et c'est une première pierre dans un processus qui doit être poursuivi, quoi. Donc non, il n'y a pas eu dans le cadre du colloque, on l'a fait que 3 fois, et à ma souvenir, comme ça, il n'y a pas eu d'autres idées. Par contre, il y a des choses qui donnent envie d'avancer. Voilà. Je ne sais pas, Céline, si tu peux rajouter quelque chose. Oui, oui, effectivement, dans cette phase du jeu, encore une fois, hein, c'est vraiment une phase ludique de mise en action, mais sans s'appliquer à un territoire en particulier. Donc, c'est pas forcément des idées. Il y en a eu plein des idées, hein. Il en fuse à chaque partie, mais c'est pas forcément des idées qu'on peut récupérer comme ça, direct et les appliquer. Il faudrait justement les retravailler, les remettre en musique, les remobiliser dans un contexte très particulier. Et c'est ce que dit Pascal dans la vidéo, hein, c'est dans ces idées farfelues, il peut y avoir le germe de solutions. C'est repartir de ces germes pour pouvoir faire éclater les solutions. Mais ça demande encore un travail par la suite, en fait. Marie, y a-t-il d'autres questions? Justement, sur ces questions de public et de solutions, il y a une question sur dans quel cadre avez-vous imaginé faire jouer les participants et quels participants? Et notamment une autre personne qui demande si vous sollicitez des participants pour d'autres sessions. C'est quel participant? En fait, c'est vraiment tout le monde peut participer. En gros, à partir d'un élève de quatrième, déjà, effectivement, après, il y a des cartes qui sont plus difficiles, donc elles sont repérées dans le jeu pour ne pas les sortir, mais il n'y a pas de cible de participants. Tout le monde peut participer, aussi bien un élève. J'ai vu aussi qu'il y avait une question, un élève, un collégien, sur les élus. J'ai beaucoup pensé aux élus en écrivant ce jeu. Voilà. Et on n'a pas encore, parce que vous avez remarqué qu'il y a un confinement, on n'a pas encore pu faire beaucoup d'expériences comme on aimerait le faire. Personnellement, j'ai l'habitude de travailler avec des élus dans d'autres contextes. J'ai aucun souci sur le fait que ce jeu va fonctionner, par exemple, avec ces publics-là. Voilà. L'intérêt du jeu, c'est aussi, à un moment donné, comme on est sur un jeu coopératif, hein, on ne l'a pas précisé, ça va de soi, c'est que c'est un jeu qui n'envisage pas et qui n'est pas construit pour créer du conflit. Toutes les personnes doivent réfléchir ensemble pour trouver une solution. Ce n'est pas un jeu de débat, ce n'est pas un jeu de communication où il s'agit voilà. On a pensé à un moment donné mettre des personnages un petit peu contre, comme ça. C'est sûr que ça aurait été rigolo, mais en fait, ça bloque la recherche de solutions. Donc, tous les personnages avancent dans le même sens. Et sur un sujet que la plupart du temps, un défi, on a appelé ça ici, que la plupart du temps, ils connaissent peu ou mal. Donc il n'y a pas d'enjeu dans le jeu. Voilà. Justement, pardon Céline, excuse-moi. Non, vas-y, c'est bon. Désolée, je vais aller trop vite. Une question justement sur la sémantique du mot jeu, en fait. Est-ce que la sémantique du mot jeu ne rebute pas? Ce n'est pas très professionnel de jouer, ce n'est pas sérieux. Utiliser la sémantique plutôt d'atelier. C'est une remarque, question. Non, ce n'est pas un atelier, c'est un jeu. Non, je ne sais pas qui pose la question. Moi, les premiers jeux que j'ai créés, c'est il y a 25 ans. Et effectivement, il y a 25 ans, c'était une question. Est-ce que la question du jeu, ça rebute le mot jeu, la sémantique? Franchement, aujourd'hui, c'est bon. Maintenant, il me semble que dans l'écrasante majorité des gens, le mot jeu, c'est plutôt synonyme d'on va passer un bon moment. Et il y a plutôt une confiance qui me semble s'être développée du côté du public, à ce côté-là.
Voilà. Et un atelier, c'est pas la même chose, parce que dans un atelier, c'est sérieux. On veut trouver une solution. Là, justement, c'est précisément parce que c'est un jeu qu'on va pouvoir se lâcher. Dans un atelier, on ne se lâche pas pareil. Même si j'anime des ateliers créatifs, etc. Et là-dessus, il n'y a pas de... On y arrive aussi. Pour moi, c'est plutôt un atout. J'aimerais poser une question un peu dans une perspective un peu peut-être artistique. Et je voulais savoir, Pascal, dans quelle mesure, en fait, ce jeu permettait d'aborder, de toucher, de commencer à cheminer justement sur une perspective, un chemin plus artistique, plus poétique peut-être. Oui, pour moi, on est ici, pour répondre à ta question, on est un peu ici dans la notion du récit. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui nous construisent, qui sont de l'ordre du récit, ce qu'on se raconte de ce qu'on est, et se raconte de ce qu'on voudrait être. Et donc ici, assez modestement dans ce cadre-là, mais ici finalement c'est essentiellement un jeu à produire du récit, à s'inventer un futur. Et je crois qu'effectivement, on met ici les personnes qui sont autour de la table dans une situation quelque part, si ce n'est d'écriture, en tout cas de pré-écriture. Derrière, on pourrait inventer, écrire ces récits, etc. On est dans la pré-écriture. Voilà. Je ne sais pas si je réponds, je n'avais pas prévu cette question. C'est malin. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Je pense justement, on a vu dans les sessions précédentes que au-delà des aspects techniques, d'un certain nombre de questions auxquelles on peut répondre rapidement, il y a aussi une nécessité dans toutes ces questions de faire face au changement climatique, de réinventer un peu ce qu'on est, notre rapport à la nature, notre positionnement vis-à-vis de comment on utilise cette nature. C'est vraiment, ça peut même aller jusqu'à une remise en cause au niveau philosophique et en toute modestie, hein, mais le jeu, c'est une étape préalable de ce processus, une première étape de ce processus où on lâche tout en fait, on n'essaye pas de trouver des solutions, et je rejoins ce que disait Pascal, il faut que ça soit un jeu, un moment, un endroit où on a le droit de se lâcher et de pas forcément être dans une optique performative où il faut forcément trouver quelque chose. Et quand on parle d'atelier, on est plutôt dans cette optique-là. Et donc, c'est un préalable nécessaire, indispensable, je pense, pour après aller vers un atelier ou aller vers quelque chose de plus constructif, en fait, construit, pas constructif, parce que c'est très constructif, mais quelque chose de plus, qui vise plus un résultat, quoi. Si je peux ajouter juste quelque chose, il y a aussi quelque chose, je crois, qui se joue au niveau de l'émotion. C'est-à-dire que les cartes, elles sont aussi écrites, rédigées d'une façon telle qu'il s'agit de faire réagir émotionnellement aussi les personnes. On va, alors il y a des défis qui s'y prêtent plus que les autres, mais surtout les défis qui sont liés à la faune et plus généralement à la biodiversité sont intéressants parce qu'on est tout de suite dans un rapport émotionnel. Alors je développe pas, mais si je vous dis qu'à cause du changement climatique, les bouquetins ont des problèmes de couple, d'un seul coup, ça éveille la curiosité. Et donc, c'est quoi cette histoire? Je ne veux pas m'y lancer maintenant parce que j'ai bien compris qu'on n'avait pas le temps, mais ça évoque, ça crée une petite émotion. Et du coup, est-ce que ça va donner envie ou pas de chercher une solution? Voilà. Ok, merci. Merci beaucoup. Donc, il y a, oui, jeu sans enjeu, hein, c'est pas mal. C'est un des participants qui marque ça dans le chat. Je trouve que c'est effectivement intéressant. Merci pour cette ouverture poétique. Pour ceux qui sont intéressés pour continuer cette aventure autour du jeu, il y a 2 sessions qui vont avoir lieu à partir de 15h30 tout à l'heure. Malheureusement, toutes les places de joueurs sont occupées. Vous pourrez, si vous le souhaitez, assister justement à ces jeux, voilà, en auditeur. Alors maintenant, nous allons passer donc à une autre forme d'expression artistique qui a été construite avec le collectif 1 euro ne fait pas le printemps et un groupe de chercheurs de l'Institut des géosciences de l'environnement et du laboratoire de sciences sociales Pacte.
c'est une création artistique et née d'une résidence de ces artistes dans ces laboratoires. Alors, je vous propose à nouveau d'introduire ce sujet par une courte vidéo réalisée par Paul Savary. Donc, c'est le spectacle des Clairières de l'Autre qui est monté par Yves Béal et Frédéric Maillot, entre autres. Voilà. Je te laisse lancer la vidéo, merci. La forme du spectacle des Clairières de l'Autre, c'est une déambulation qui nous emmène d'une clairière à l'autre. Il y a autant de clairières qu'il y a de chercheurs qui ont travaillé avec nous. Chacun va être dans son espace pour éclairer, sonoriser de manière différente et qui correspond aussi au propos qui va être tenu. Alors dans mon spectacle, en fait, il est en 2 parties. Il y a une première partie qui s'appelle zone critique et le but, c'est de faire comprendre ce que c'est que la zone critique. Elle contient le sol et elle s'élève jusqu'à la cime des arbres. Elle est critique parce qu'elle est fragile et que c'est là que nous vivons, tous. C'est avec ces traces du passé que se construit aujourd'hui tout notre futur. Vous ne trouvez pas que c'est devenu compliqué ces temps-ci ? Que le monde est devenu instable? Donc j'essaie d'expliquer à ma manière ce que c'est, de manière un peu poétique. Donc l'idée de Ma Clairière, c'est simplement un texte qui pourrait s'apparenter à de la poésie, qui se fait à 2 voix, puisqu'en fait on entremêle 2 parties différentes, qui l'une se rapproche un peu à ce que je fais en recherche, et l'autre partie qui est une partie beaucoup plus personnelle, qui se rattache aux histoires de rythme donc dans l'environnement avec les crues, et puis de rythme personnel dans notre vie de tous les jours. Donc voilà, c'est ce texte qui est déclamé à 2 voix sur un fond de musique qui accompagne ce changement de rythme. Alors sur cette clairière, je fais essentiellement de la musique, essentiellement autour de l'arbre. Je devais donner cette représentation installée dans un arbre. Depuis bon nombre d'années maintenant, il y a un taux de déforestation qui est absolument incroyable. Il ne faut quand même pas oublier que la forêt, c'est le poumon de la planète. Alors, je fais une clairière qui s'appelle Rythme collectif. Et du coup, l'idée de ma clairière, c'était en fait de parler finalement de la mobilisation collective pour aller justement vers une diminution de notre empreinte carbone et puis essayer de mobiliser le plus possible, mais plutôt vers positivement en fait, pour montrer en fait qu'il y a vraiment quelque chose de positif dans cette mobilisation et pas forcément quelque chose de négatif, de nous empêcher de faire des choses, mais plutôt de découvrir une autre façon de faire les choses. Pendant le spectacle des Clairières de l'Autre, je raconte un conte, en fait, qui a été inspiré d'un conte que j'ai adapté à une problématique qui m'est chère, qui concerne le partage de l'eau. Voici l'histoire du village de Kerpedo, où vit Covantina, une jeune fille. Covantina est la gardienne de l'eau. Elle découvre alors un espace insoupçonné. Une grotte. Et puis c'était assez amusant de faire ça aussi. Alors moi, dans les Clairières de l'Autre, le spectacle que j'ai monté, il s'appelle Corps et Slam. C'est un slam où c'est comme s'il y avait 2 personnes qui parlaient, mais en fait ces 2 personnes, c'est moi-même, un peu comme si j'étais bifide. Des années à produire, créer de la richesse. Objectif bénéfice, augmenter les profits. Mais voilà, on y est, il fallait s'y attendre. La machine bien huilée, c'est dur de l'arrêter. Je sais de quoi je parle, moi-même, j'y participe. J'aime bien sortir de ma zone de confort, essayer de voir d'autres choses. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Je suis super contente d'être là et puis ça permet de voir autre chose et ça, c'est super. Alors dans ma clairière, je suis une chanteuse de rock punk un peu, qui du coup chante et dévoile un message un peu intime, un peu personnel, avec un peu de colère et qui se lâche quoi. Tels des fourmis, on se conforme, cherchant pour briller la lumière. La femme fatale en veut au mal. Le haut de l'échelle n'est pas pour elle. Last exit,
To the paradise that come by my side and break the ice. Je crois que c'est un vieux rêve de jeune que de chanter du rock et là ici ça m'est permis. Alors, dans ma carrière, de mon côté, l'idée c'est de transmettre le message d'une nécessité de transformation, d'une nécessité de passage à d'autres modèles, que l'urgence est là et que là on peut plus se permettre de rester dans ce qu'on faisait jusqu'à présent pour passer à autre chose et qu'on a les capacités pour passer à autre chose. Pas seulement il faut le faire, mais qu'on a à notre portée tout ce qu'il faut pour pouvoir faire cette transition en fait. Il faut juste aller le chercher au bon endroit. C'est un texte que j'ai écrit avec l'aide des artistes, qui est accompagné de mouvements. Alors je parle de mouvements plutôt que de danse, parce que c'est un mélange de yoga et de danse, et sur une musique qui a été composée par mon fils. Ça a été vraiment beaucoup d'allers-retours et de travail commun avec lui, ce qui était génial, parce que c'est la première fois qu'on faisait ça et que c'est chouette. L'idée, là, en l'occurrence, c'est de conduire les spectateurs d'émerveillement en émerveillement, en termes de clairière, mais aussi de prise de conscience en prise de conscience. Et on espère bien que des spectateurs qui vont découvrir tout ça d'un seul coup vont être encore plus, peut-être, tourneboulés. C'est notre but, on voudrait qu'ils se tourneboulent. Merci pour cette vidéo. Donc, j'espère que vous n'êtes pas encore trop tourneboulés. Donc, parmi les participants aujourd'hui, une bonne partie des chercheurs, je crois, sont là, présents, ainsi que nos accompagnateurs artistes, donc en l'occurrence Frédéric et Yves, plus particulièrement sur la mise en scène de ce spectacle. Donc, je vais peut-être commencer à m'adresser à vous deux, Frédéric et ou Yves. Alors, on ne voit pas Frédéric, on voit juste les cheveux de Frédéric. Ah, voilà. Voilà. En fait, d'où vous est venue cette histoire de Clairière de l'Autre, là? En fait, c'est, comment dire, depuis très très longtemps, on aime monter des créations partagées. Et du coup, des créations où on fait participer des habitants, de toutes sortes, des jeunes, des plus anciens, et là, en l'occurrence, des chercheurs. Oui, je disais donc, en fait, on est beaucoup tourné vers des idées de spectacle où on emmène des gens de la page blanche à la scène. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est un peu notre ADN. Non seulement on aime créer nous-mêmes, mais on aime faire créer les autres. Et du coup, quand on a démarré la résidence, on était à l'affût des opportunités qui pouvaient se produire dans les différentes réunions qu'on avait. Et il se trouve qu'à un moment, quand on a évoqué cette possibilité de spectacle de création partagée, en fait, il y a eu des échos auprès des chercheurs. Il y avait des envies, on sentait que, comment dire, qu'il y avait une sorte d'émulation qui pouvait naître de ça. Donc après, il fallait la concrétiser. Et cette idée des clairières de l'autre, elle est pour nous, comment dire, de se dire que tout le monde, toutes les personnes, hein, donc chercheurs ou pas chercheurs, habitants d'un territoire, peu importe, et de tous les âges et de toutes les conditions, on a tous des capacités créatrices qui vont bien au-delà de ce qu'on met en œuvre généralement. À nous, donc, dans notre métier, donc là, va être de faire émerger ces talents créatifs de chacun. Et du coup, il faut pousser chacun dans ses retranchements, je dirais. Voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire. Ok. Frédéric, tu veux rajouter quelque chose ou... Non, pas pour l'instant. Alors, je vais m'adresser maintenant peut-être aux chercheurs. Alors, bon, je ne sais pas, Isabelle, Brice, Céline, il y a Maureen aussi, je crois, qui est là. Alors,
la mise en place de ce spectacle, comment vous avez vécu cela? Je ne sais pas, Brice, par exemple, ou Maureen, enfin, n'importe, très ouvert. Oui, Maureen, si tu veux prendre la parole, vas-y. Non. Comment ça s'est passé? Ça a été vraiment une super expérience. On a commencé, l'expérience des clairières a suivi un ensemble d'autres actions qu'il y a eu au laboratoire, lors de plusieurs résidences d'un euro ne fait pas le printemps au laboratoire. Et effectivement, ces clairières de l'autre, ça a été un moyen de pouvoir s'exprimer de pouvoir en fait s'exprimer sur le changement climatique un peu différemment. Et puis ça a aussi permis d'avoir à la fois un discours plutôt scientifique, donc pouvoir faire passer des idées scientifiques, mais également pouvoir faire passer un discours d'individus, parce qu'on est des chercheurs, mais nous sommes aussi des citoyens, peut-être un peu plus éclairés que d'autres sur ces questions-là, donc ça a permis de pouvoir faire partager des choses là-dessus. Et pour vos recherches, est-ce que ça a modifié des choses dans vos pratiques de recherche, cette ouverture, cette... Oui, alors je vais peut-être prendre, pendant que j'ai la parole, je vais la garder. Dans le rôle de chercheur, il y a un rôle qui est important, c'est la dissémination des résultats de la recherche. Et souvent, on fait ça de manière assez classique, hein, articles, PowerPoint, éventuellement quelques interviews, mais voilà, ça reste quand même... Voilà. Donc, c'est une façon, hein, ces actions, c'est une façon de pouvoir faire ce travail de dissémination des travaux de recherche, et je le répète aussi, de ressenti personnel vers le public. Et puis moi aussi, on n'est pas que des chercheurs, on est aussi beaucoup enseignants. Et ce qu'on a appris pendant la préparation de ce spectacle, ce sont aussi des choses qui vont nous servir pour nos enseignements, qui rendront, j'espère, nos cours un peu moins, un peu plus attrayants, avec un petit peu plus de pétillant. Maureen, Isabelle ou Céline, vous voulez rajouter quelque chose? Moi, je veux bien prendre la parole quelques minutes. Oui, bon, tout d'abord, encore un grand merci parce que c'est extrêmement émouvant de voir ce film. Moi, je l'ai montré à ma famille et ça leur a vraiment plu. Et en fait, clairement, moi, la question que je me posais, plus encore que les questions de réchauffement climatique, qui sont essentielles, hein, pour moi, ça ne fait pas de doute, c'est quelle est notre posture de chercheur vis-à-vis de tout ça, en fait. Comment nous, par notre attitude aussi, est-ce qu'on participe à amplifier le phénomène? Est-ce que finalement, on a un discours et puis on a des gestes, des actes qui sont complètement disjoints avec ce discours? Donc, et du coup, moi, cette clairière, ça m'a permis vraiment le travail avec Yves, Frédéric et toute l'équipe d'aller questionner en profondeur cette posture, c'est-à-dire qu'est-ce qui est important pour moi dans ce métier, comment est-ce que je peux mettre en phase finalement mes intentions vers le changement et mes actions de changement. Et je pense que cette clairière, le fait de se lâcher, hein, justement, un peu comme je le dis dans le film, eh ben, ça a permis d'aller beaucoup plus vite vers cette connexion de l'intention à l'action. Et ça a renforcé vraiment, moi au quotidien, ça a vraiment renforcé certains choix. Aujourd'hui, il y a des choix que je fais dans mon métier, mais en particulier dans mon métier, dans la façon d'interagir avec mes collègues, d'interagir avec mes étudiants, dans les choix que je fais pour les colloques, pour les projets. Aujourd'hui, il y a vraiment un shift qui s'est fait. Bien évidemment, pas que grâce aux clairières, mais les clairières m'ont permis vraiment d'assumer ce passage, en fait, et en conscience. Et c'est très riche, très, très riche. Voilà, j'ai dit merci. Ouais, je vais peut-être compléter les propos de Maureen. Donc, moi, c'est Isabelle. Il y a un autre aspect aussi qui me semble intéressant, c'est qu'en fait, quand on fait de la recherche, on a tendance à être assez, comment dire, un peu dans notre bulle. Et finalement, on cherche souvent sur comment dire, un sujet qui est tellement précis, qui est tellement limité, tellement, enfin voilà, qu'on a bien du mal à, comment dire, soit à le communiquer avec tout le monde, quoi, soit même à se dire finalement quel est l'impact de ce qu'on fait finalement pour la société, quoi. Quelque part, on a beaucoup de mal à prendre du recul par rapport à ça. Et je pense qu'en fait, cette expérience-là, même si on n'a pas pu encore la mettre, on va dire, en action devant un public en chair et en os, mais plutôt devant des publics virtuels pour l'instant, je pense que c'est aussi une forme d'action qui est complètement différente et qui peut-être
nous donne l'impression, je ne sais pas si elle est vraie, mais d'avoir une forme d'action plus directe, on va dire, envers les gens pour qui ça va peut-être changer quelque chose. Et je pense que ça, c'est important parce qu'on a toujours l'impression que ce qu'on fait, finalement, ça va être digéré, redigéré. Puis en fait, on ne sait plus finalement si on a eu un quelconque impact sur quoi que ce soit. Et du coup, enfin voilà, c'est peut-être une façon d'avoir l'impression, en tous les cas pour nous, qu'on a une action un petit peu plus directe, en fait, par nos mots qui devraient toucher directement des personnes de façon plus ou moins importante, bien entendu. Mais voilà, c'est la perception que je peux en avoir. Merci. Céline, ouais. Ouais, si je peux juste rajouter quelque chose, 2 mots parce que j'ai déjà beaucoup parlé, auparavant, mais qui va tout à fait dans le sens de ce que dit Isabelle. Moi, ce que m'a apporté cette résidence et la réalisation des clairières particulièrement, c'est, en fait, comme chercheur, on est amené on est formaté pour, laisser de côté tout ce qui est émotion, tout ce qui est subjectif, tout ça, faut le laisser à côté pour pouvoir, analyser objectivement et c'est très bien, on en a besoin d'une certaine manière. Mais dans des situations comme celle-là, enfin face à des problématiques comme ça là, on a aussi des émotions que l'on ressent très fortement parfois et que pour l'instant on ne peut pas exprimer dans nos métiers. Et finalement, cette expérience-là, ça a été une façon, et on le voit au travers de la vidéo, on parle de colère, on parle d'inquiétude, on parle de allez, bougez-vous, et une espèce d'urgence à exprimer aussi ce qu'on est au fond de nous, ce qu'on ressent au fond de nous par rapport à toutes ces questions-là, au-delà de notre posture de chercheur et de notre posture scientifique. Et ça, je trouve, fondamental, essentiel pour nos équilibres aussi. Alors, dans ce collectif d'artistes, il y a effectivement des chercheurs, mais pas que. Je ne sais pas, Hervé, si tu veux dire un mot. Je ne sais pas si Hervé... Oui, on entend ta voix. Par contre, on voit. Oui, bonjour à tous. Oui, alors oui, c'est vrai que moi, je sors un peu de la représentation, on va dire, des gens qui ont participé aux Clairières de l'Aude, qui étaient vraiment composés d'une majorité de chercheurs. Donc, moi, je suis personnel technicien IT sur le labo. Et ouais, mais j'ai été vraiment complètement emballé par ce projet. Donc, alors essentiellement sur la première représentation qui avait été faite, cette espèce de déambulation loufoque qui avait été menée par Aiko, qui était complètement folle, mais très très drôle, mais avec quand même une profondeur. Il y avait matière à réfléchir. Et puis, suite à la réunion qui était là, donc le projet, j'ai l'impression que ça a engrainé et puis qu'on est tous partis dans le truc. Et pour le plus grand bonheur de tout un chacun, je crois. J'ai l'impression que tous les participants de ce projet ont vraiment apprécié de travailler avec Yves, Aiko, Laurence, Fred. C'était vraiment un très très beau moment. Et bon, comme j'ai dit sur une précédente vidéo, si c'était à refaire, je repars à 200% sur ce genre de projet. Et surtout, j'espère qu'on va pouvoir le donner en vrai sur le site de la Bastille au mois d'avril, que cette espèce de cochonnerie de virus nous foutra un petit peu la paix. Et puis surtout qu'on va, oui, pouvoir retrouver du vrai présentiel, du spectacle vivant en tant que tel. Et voilà, c'est mon plus grand souhait. Voilà. Donc effectivement, merci Hervé. Effectivement, Hervé fait mention à d'autres spectacles qui sont nés lors des résidences du collectif Un euro fait pas le printemps. Donc il y a eu deux autres créations, donc l'une par Aiko sur une déambulation, l'autre d'un conte donc réalisé par Laurence, et puis un spectacle qui est en cours de préparation encore. Comment c'est déjà ce que Paul, je me souviens. Est-ce que Paul avait raison? Est-ce que Paul avait raison? Est-ce que Paul avait raison, voilà. Alors, Yves et Fred, est-ce que finalement, les chercheurs ou les personnels scientifiques, on va dire personnel scientifique parce que je pense que c'est plus générique, sont des artistes comme les autres? Comment avez-vous vécu cette expérience de mise en scène de ces personnels un peu différents peut-être que vous avez pu côtoyer jusqu'à là?
Est-ce que ce sont des artistes comme les autres? C'est quoi un artiste? Alors déjà, c'est quoi un artiste et c'est quoi comme les autres? Non, on va dire que si on considère comme, comme on le fait de notre point de vue, que on est tous créateurs, mais que parfois il nous faut rencontrer les conditions qui vont nous permettre de l'être. Ouais, les chercheurs, ils ont été, je vais pas dire comme les autres, mais ils se sont lancés, avec, avec, toute leur, Tout leur être. tout leur être et toute leur âme dans cette aventure. Avec parfois des questionnements qui sont un peu liés à ce qu'on voit défiler sur les questionnements, dans les commentaires. Heu, Est-ce que je peux parler en tant que personne? Est-ce qu'il ne faut pas que je parle qu'en tant que chercheur? Mais en fait, Est-ce que ma parole est neutre? Est-ce est-ce que ma parole qu'elle est doit neu être voilà, engagée? mais une Tout fois ça, que ouais. ça a été, un peu mis de côté, nous ce qu'on a vraiment apprécié, c'est l'engagement, dans laquelle, malgré les difficultés de calendrier, malgré le covid, malgré le travail que chacun et chacune avait à faire, et ben, l'engagement, qui a été ceux des 9 enfin 10 puis 9 personnes qui ont dit: «Nous on fait et on veut bien essayer». Voilà. Alors, moi, ce qu'il me semble aussi, c'est que cette histoire, c'est quand même une fusée à plusieurs étages. C'est-à-dire qu'il y a le vécu à l'intérieur avec les chercheurs, mais quand même, tout ça, c'est en vue d'une production publique, donc d'un spectacle. C'est en vue d'un spectacle et en fait, dans l'idée du spectateur, c'est pas seulement, à mon sens, pour qu'il entende ce que les chercheurs ont à dire, mais c'est pour qu'ils se disent: «Mais si eux ont pu prendre la parole», c'est-à-dire si on a pu trouver les conditions, grâce aux artistes qui les ont accompagnés, si on a pu trouver ces conditions favorables pour qu'on puisse parler différemment du réchauffement climatique et de tous les problèmes liés à tout ça, eh bien, le spectateur doit pouvoir se dire: «Mais alors moi aussi, je peux intervenir et je peux, à condition qu'on ait un collectif pour s'accompagner mutuellement, eh bien, on peut fabriquer ces choses-là». C'est pour ça que Les Clairières de l'autre, à la fois, c'est un spectacle spécifique qu'on a monté avec les chercheurs de l'Institut des géosciences, mais en même temps, c'est un spectacle qu'on peut remonter n'importe avec, plein d'autres gens. Bien sûr, le propos ne serait pas le même, hein, puisque c'est toujours basé sur la richesse et l'expérience, et les savoirs de chacune des personnes qui est dans la clairière. Mais, n'empêche qu'on peut le faire avec, des habitants d'un quartier, on peut le faire avec d'autres chercheurs à d'autres endroits et normalement ça doit essayer de, tournebouler, elle disait, Frédéric dans le film, de tournebouler les consciences, à l'endroit où on est. Et voilà, donc si, ce type de spectacle, parce que c'est une sorte de matrice que nous, on a pensé et dans lequel, bien sûr, après, il y a un accompagnement, personnalisé, individualisé, avec chacun pour que chacun puisse trouver à la fois son propos, donc on accompagne l'écriture et en même temps trouver sa manière de pouvoir le dire, en essayant que ça soit au plus près de sa sensibilité, de son émotion, de sa personne, quoi. Voilà. Merci. Je m'emballe. Non, non, non. Je ne sais pas, est-ce que Eiko ou Laurence, si vous souhaitez témoigner, contribuer à ces échanges, donc à travers les créations que vous avez pu mener, mais également sur l'accompagnement que vous avez eu lors aussi de ces créations, de ce spectacle, hein, Les Clairières de l'autre. Oui, moi je veux bien. On m'entend là? Très bien. Moi je veux bien réagir à tout ce qui a été dit sur finalement, est-ce que ça, le jeu, ce que disait Pascal Servet, le fait de jouer, qui peut paraître un petit peu superflu
dans la situation actuelle où le fait de jouer sur scène, est-ce que ça a un pouvoir de transformation? Et moi, j'y crois vraiment très profondément. Enfin, non seulement j'y crois, mais il y a eu beaucoup aussi de recherches, d'études là-dessus. C'est que Pascal parlait de récits, de nouveaux récits de société, comment on peut construire un autre modèle de société. Eh bien, on va se mettre en scène et donc le jouer. On va s'entraîner à le jouer sur scène. On va s'entraîner à imaginer des solutions, certes, qui paraissent farfelues, mais en tout cas, on imagine des solutions avec d'autres pour de rire. Et puis après, ça va cheminer, il va y avoir un déclic, il va y avoir des germes, et puis après on laisse reposer ça, et puis chacun repart dans son lieu de vie, et puis continue à faire maturer ça. Et puis on voit jouer quelque chose, donc on se dit tiens, c'est possible. Et moi, c'est vraiment ce en quoi je crois profondément. Et puis, c'était du coup, pour nous, dans notre collectif, on travaille beaucoup, comme disait Yves, à accompagner toutes sortes de gens à être créateurs et à porter une parole collective à partir de récits ou de poésie. Et ce travail-là, on l'a vu une fois de plus opérer, c'est-à-dire au début, les chercheurs et autres personnels un peu timides, moi je ne suis pas comédienne, et puis de toute façon je ne sais pas raconter une histoire, et puis est-ce que j'ai vraiment le droit de dire ça, et puis que vont penser mes collègues, etc. etc. Et puis à la fin, ça donne ce dont on voit un aperçu, une parole très forte, très singulière, et qui ambitionne de toucher les gens. Voilà. Je vais peut-être ajouter aussi quelque chose. Du coup, en fait, on est 4 artistes associés dans ce collectif. On a des approches très différentes. Il y a le conte, la poésie, et moi je suis plus dans le décalage, le décalage du regard et les déambulations spectacles de rue. Et de toute façon, cette résidence, pour peut-être le dire à tout le monde, elle a pour nous 2 choses très importantes. C'est que à la fois, on découvre aussi les approches entre nos univers différents artistiques, quoi. C'est-à-dire Yves et Fred, ils vont vraiment dans les créations partagées, faire participer les gens, ce qui fait qu'ils s'élèvent en quelque sorte. Et de voir en fait comment un chercheur qui travaille depuis des années avec des modèles et sur des articles, lui-même prend position par rapport à cela, c'est déjà une poétique, quelque chose de poétique en soi qui est très très fort. Alors que Laurence, elle est dans le conte, donc dans le partage d'un savoir qui va entre voilà, fantaisie et puis pédagogie. Et puis moi, je travaille sur le changement du regard. Donc, j'aime bien plonger le public dans d'autres mondes imaginaires que je construis à travers le discours, comme si on se trouvait, par exemple, dans 3000 ans et on visite le monde d'aujourd'hui en arrière. Et en fait, toute cette résidence qui fait donc 1 an et demi, nous a tous renforcés mutuellement, j'ai l'impression. Que ce soit du côté de l'université, de notre côté aussi, par rapport au public, et n'arrête pas de générer d'idées, de nouvelles formes. Et c'est pour ça que ce temps est très, très précieux. Et puis, il faut vraiment que je note aussi que avec la crise du Covid, ce projet, l'université, l'équipe avec qui on est, nous a beaucoup soutenus, que ce soit le fait de pouvoir revenir, de les revoir financièrement. Il faut dire aussi, on a pu passer une partie de la crise, elle n'est pas terminée. Et puis, voilà, ça nous apporte une joie, c'est très globalement, c'est extrêmement positif et très positif, très enrichissant pour nous tous. Merci pour ces mots très optimistes. Et effectivement, je pense tout à fait à l'image de ce que l'on a vécu tous ensemble. Je ne sais pas s'il y a des questions des participants. En fait, j'ai un petit peu de mal à écouter et à regarder en même temps le chat. Alors, il y a une question qui a été posée au tout début, juste après le film. Comment comprendre si les spectateurs sont tourneboulés? Est-ce que cela change chez eux? Autrement dit, comment, à votre avis, l'art crée des transformations et donc des transitions? Alors, qui veut parler de... Moi, je veux bien répondre, mais je le ferai vraiment très, très rapidement.
quand on va voir un spectacle, un film ou quand on lit un livre, il y a certains films, certains spectacles, on les traverse. Ils nous ont fait du bien, ils nous ont fait plaisir, mais voilà, on est On n'est pas forcément pareil, tourné, on est pareil avant et après, ou presque. ou presque. Mais je pense qu'il y a certaines œuvres, certains livres, certains films, certains spectacles qui font que ça nous interroge, Ça génère des questions. ça génère des questions, des sentiments qui font que quand on en ressort, on n'est plus tout à fait pareil avant qu'après. Et donc, l'idée, c'est que si les questions, si les mots qui ont été mis sur les questionnements des chercheurs, si jamais leur manière de voir ou de répondre, pas de répondre à cette question, mais de poser les questions ou de nous dire les choses a été suffisamment forte, et ce que je crois, eh bien, ça fait qu'on sera pas tout à fait pareil avant et après. Et les questions climatiques, peut-être qu'on va les entendre déjà autrement. Peut-être qu'on va se mieux regarder ce qu'on fait. Peut-être qu'on va être amené à se dire, tiens, ça, j'ai envie d'en savoir plus. Voilà, c'est ce que je voulais dire par tourneboulet. Et en ce qui nous concerne, parce que là, on a évoqué bon, les créations déjà faites, mais il y en a qui sont en cours. Et moi, la question m'évoque la question qu'on est en train de travailler avec Frédéric, la nouvelle création qu'on a appelée « Est-ce que Paul avait raison ?» Paul, il s'agit de Paul Valéry qui, en 1931, disait « Le temps du monde fini commence ». Et on interroge dans ce spectacle, on a pour but d'interroger en fait cette phrase sous toutes ses coutures, sous toutes les coutures, enfin vraiment par toutes les disciplines possibles et imaginables, avec l'appui des chercheurs pour pouvoir en fait identifier tous ces moments où il a pu y avoir des messages d'alerte. Voilà. Et en fait, l'idée de cette nouvelle création, c'est toujours de maintenir notre cap à nous, avec l'idée de participation. C'est-à-dire que chacune des représentations sera participative. C'est-à-dire qu'en amont, on travaillera avec un public qui écrira lui-même des choses et qu'on intégrera dans le spectacle. Ce qui fait que normalement, ça devrait, pour ce que je pense, ça devrait renforcer l'idée qu'on est tous en mesure d'être tourneboulés, puisque, en fait, à l'intérieur même du spectacle, chaque représentation devenant unique grâce aux apports des uns et des autres. Et du coup, étant spectateur, je me dis, mais alors, ils ont fait participer des jeunes, des moins jeunes, etc., dans la réflexion, je peux moi aussi contribuer. C'est un peu cette idée-là. Voilà. Y avait-il d'autres questions, Marie ou... Je ne pense pas. Il y a eu tout un débat sur du coup la neutralité du chercheur ou l'objectivité dans le débat public. Et puis là, sur la fin, on parle de la poésie et de son pouvoir de création et de pouvoir partir et de changer un peu le langage. Donc, vous avez peut-être compris qu'on ne désespère pas de faire cette représentation en avril lors des journées, des biennales des villes en transition à Grenoble. Donc, c'est du 1er au 4 avril, c'est ça, Yves? Je crois que la date est... Oui, c'est ça. On espère que les conditions sanitaires nous permettront enfin de faire ce spectacle en vrai, pour de vrai. Je vais me tourner du côté des chercheurs. Qu'est-ce que vous attendez un petit peu de ce spectacle en live?
Justement, voir si ça tourne boule, comment tu disais, Fred? Voilà, voir si le message passe, si on ressent quelque chose en face. C'est ça qui est à la fois à la fois un petit peu un stress, une crainte, hein, mais en même temps, c'est aussi ce qui motive, c'est de faire passer des émotions. Ouais, puis aussi aller jusqu'au bout, quoi, jusqu'au bout de Oui. l'aventure. Nous tournebouler nous-mêmes, hein, parce que ça va pas être rien que de le donner pour de vrai, n'est-ce pas? Et il ne pourrait pas y avoir, tu vois, dans tous les gens qui écoutent là et qui sont pas dans cette résidence et tout ça, ou qui le découvrent, est-ce qu'il pourrait y avoir des réactions de vive voix? Merci Yves. Oui. Est-ce qu'il y a des personnes effectivement qui souhaitent réagir? C'est un peu compliqué. N'hésitez pas à lever la main et à ouvrir votre micro. Oui, monsieur. Oui, monsieur Oda. Moi, je vous remercie d'être un des vôtres cet après-midi encore. Et j'apprécie ces échanges sur le changement climatique. J'apprécie surtout la manière de l'aborder à travers les arts. C'est une question de philosophie et de science. Comment l'art peut intervenir, peut aider le public à comprendre ce qui se fait dans les laboratoires, dans les centres de recherche. Parce que, comme nous l'avons évoqué dans nos discussions de tout à l'heure, les scientifiques ne sont pas écoutés. Ceux qui prennent la parole, c'est les journalistes, c'est les politiciens qui prennent des décisions, qui parlent du climat, diminution, accord de Paris, comment est-ce qu'on le fait. Bon, je ne pense pas que beaucoup de scientifiques soient associés. Et donc, c'est des débats à travers la poésie, à travers l'art, si on peut se faire entendre. Bon, nos centres de recherche raisonneront que nous existons aussi quelque part et que nous pouvons contribuer à l'amélioration des conditions de vie des êtres humains, à l'adaptation des sociétés, au changement climatique. Comprendre pour améliorer. C'est ma position. Merci à vous. Merci beaucoup pour votre témoignage. Il y a Sophie qui souhaitait intervenir. Je vous laisse la parole, Sophie. Oui, bonjour. Alors, je ne mets pas ma caméra parce que je n'ai pas un très bon flux. J'espère que vous m'entendez bien. On vous entend très bien, merci. Et voilà, je voulais remercier les chercheurs et puis le collectif Un euro ne fait pas le printemps, dont j'aime beaucoup le nom, pour le travail réalisé. Alors moi, je suis très sensible au fait d'exposer des sujets en restant pas simplement focalisée sur la technique, mais en pouvant aborder toutes les dimensions qui sont autour et au premier titre, les émotions humaines, parce que on est des êtres vivants avec des émotions. Et c'est vrai, comme je crois que c'était Madame Lutoff qui disait que en fait, on était un peu formaté au fait de ne pas devoir exprimer nos émotions, etc., parce qu'on doit être, on ne doit pas être mu par les passions, mais on doit être mu par la raison. Mais il faut quand même, pour être un être complet, pouvoir s'exprimer à travers toutes ces composantes. Et je pense que c'est effectivement très libérateur de l'imagination, libérateur des possibles, et que c'est utile pour imaginer un nouveau récit, et que la société a terriblement besoin de ne pas travailler en silo et de ne pas être inféodé simplement à certaines doctrines. Je trouve, à titre personnel, qu'on est très inféodé à certaines doctrines économiques qui se diffusent dans toute la société. Pour le dire très librement, les doctrines néolibérales. Et quelque part, on réduit les potentialités des individus et des collectifs d'individus qui peuvent se créer. Et ça fait vraiment beaucoup de bien de voir ce genre de projet. Et j'espère moi-même, chez moi, que je pourrais peut-être pas à cette échelle-là, hein, si bien construite, etc., mais plus modestement aussi réaliser un projet du type de la clairière de l'autre, parce que je trouve ça vraiment
Enfin, je trouve que c'est vraiment un projet, un très très bon projet. Voilà, et je tenais à remercier tous ceux qui se sont investis et j'espère effectivement que vous pourrez la jouer en présentiel le plus de fois possible. Étant par ailleurs, je fais du théâtre amateur, c'est vraiment quelque chose qui résonne beaucoup. Voilà, merci. Merci beaucoup. Y a-t-il, merci beaucoup. Juste par curiosité, vous êtes dans quel secteur socio-professionnel? Je travaille en fait dans une agence de l'urbanisme et de l'énergie de la région Corse. D'accord, merci beaucoup. Y a-t-il d'autres témoignages, réactions? On veut bien aller en Corse. Il y a monsieur et madame Willem qui ont dû voir En ce moment, ce n'est pas le meilleur moment, mais c'est comme vous voulez. Je voudrais féliciter juste tout le monde, bravo, pour dire que c'est vrai que philosophiquement parlant, les sociétés se sont quand même construites sur des grands récits, que nous avons quitté ces grands récits. Et il y a un éditorialiste récemment qui a dit que l'écologie, enfin le changement climatique pourrait être une proposition de grand récit pour aujourd'hui. Et votre travail, je crois, s'inscrit là-dedans, mais c'est vraiment de parler d'1,5 degré ou 2 degrés de plus, ça ne cause à personne. Il faut recréer un grand récit qui cause. Voilà, et effectivement, bravo pour ce travail, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Merci beaucoup, merci pour vos encouragements. Effectivement, cette notion de récit qu'on a travaillé aussi avec le collectif, un écrit, un récit collectif. Ce qu'on n'a pas mentionné ici, c'est qu'il y a eu donc à travers les résidences menées par le collectif dans le laboratoire, il y a eu un très long poème qui a été écrit à une cinquantaine de mains, si je me souviens, qui ont été écrits. Le poème a été écrit par la main de Yves, mais avec des contributions d'une cinquantaine de personnes, si je me souviens bien, et un poème qui faisait plus de 4 mètres de haut et qui était exposé dans le laboratoire. 4 étages, pardon, pas 4 mètres, oui, pardon, 4 étages, donc ça fait voilà, une dizaine de mètres de haut. OK. Y a-t-il d'autres témoignages? Je veux juste rajouter quelque chose par rapport à ce que tu viens de dire, Sandrine, c'est Céline, concernant ces différentes créations qui ont pu émerger de cette résidence. Vous pouvez visionner sur le site du colloque, Marie, tu me confirmes qu'elle y est, une autre vidéo qui explique un petit peu cette résidence et les créations qui en sont issues. Oui, alors elles ne sont pas encore tout à fait mises. Elles arriveront en fin de semaine, là, jeudi ou vendredi. Donc il y aura une vidéo, donc on pourrait retrouver celle-ci, cette vidéo des clairières de l'autre, une autre vidéo sur le processus de la résidence artistique qui s'est déroulée donc pendant 1 an et demi à l'Institut des géosciences de l'environnement de Grenoble, et une troisième vidéo qui est en cours de finalisation sur les autres créations dont les artistes ont parlé, donc création de contes, de spectacles, et le dernier dont parlaient Yves et Frédéric, est-ce que Paul avait raison? Donc ça devrait arriver en fin de semaine, là, tout sur le site internet du colloque. Je ne sais pas si Sophie a gardé la main levée virtuelle. Alors faites attention parce que vous pouvez avoir des crampes peut-être virtuelles, ou si vous avez oublié de la lever, ou si vous voulez intervenir. Non, j'ai juste oublié de l'enlever en fait. D'accord, ok, pas de souci. Ok, bah, écoutez, on arrive à moins qu'il y ait d'autres réactions. Je regarde un petit peu. Alors, j'ai oublié de faire quelque chose en début de session. C'est dommage parce qu'on est un petit peu moins, mais ce n'est pas grave. C'était de faire une photo souvenir. Alors, pour ceux qui peuvent, évidemment, on serait très heureux de pouvoir garder ce souvenir de cet échange de cet après-midi. Donc, si vous pouvez allumer votre caméra. Et puis, Marie, est-ce que je te laisse faire? Ouais, je te laisse faire. D'accord, super. Ben, merci beaucoup, Marie. Voilà. Allez, chacun le plus beau sourire. C'est parfait, merci beaucoup. Laurence, tu as levé la main peut-être? Oui, je te laisse la parole.
Oui, juste pour dire que donc il y aura ce spectacle Éclair de l'autre qui se jouera en avril. Donc ceux qui sont intéressés, tenez-vous au courant. Et puis on a des spectacles à venir. On a 3 spectacles qu'on a réalisés. Donc Aiko, ça s'appelle À travers temps. Donc c'est un spectacle en cours de création. Yves et Fred ont déjà parlé de leur spectacle. Et puis moi j'ai écrit un spectacle de conte qui s'appelle Glacier en vacances et qui donc est prêt. Et donc, si jamais vous souhaitez programmer l'un de ces spectacles, par exemple aussi avec la partie participative et atelier d'écriture dont parlait Yves et Fred en amont, on propose aussi régulièrement des ateliers après les spectacles. Donc tout ça, c'est possible. Et puis, vous l'avez compris, on peut aller même jusqu'en Corse, mais partout ailleurs, pour réaliser d'autres résidences. Voilà, c'était la petite partie promotionnelle. Tu as bien fait, tu as bien fait. Et je vous encourage à, si le cœur vous en dit, de répondre à cet appel parce que c'est tout à fait rafraîchissant et effectivement très fort. Mais nous, on compte bien continuer de travailler avec l'Institut des géosciences de l'environnement de Grenoble aussi. Voilà. Et nous aussi. On ne lâche pas. Nous aussi, nous aussi. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tous pour votre présence, vos échanges. On va s'arrêter là, où on ne peut pas arriver à l'heure. Je vous rappelle juste qu'à 15h30, il y a une session de jeu de Ça chauffe dans les Alpes, donc le jeu animé par Pascal. Et je vois qu'il y a Marie qui lève la main, qui souhaite rajouter quelque chose. Oui, c'est à propos de ça. Si vous souhaitez participer en tant que spectateur au jeu, c'est un autre lien. Donc, juste dites-moi, restez un tout petit peu et comme ça, je peux vous donner le lien si vous souhaitez participer à la suite à 15h30 avec Pascal. Ah bon, eh bien, écoutez, merci beaucoup. Bonne continuation, belle fin d'après-midi et puis à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci pour votre présence. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.